L'arrivée de la Game Boy, ça a été une grosse révolution parce que jusqu'à présent, le jeu vidéo, c'était sur la télé des parents, voilà, on était obligé de squatter le salon. Et là, tout à coup, on pouvait avoir son petit truc à soi et jouer dans le bus, dans le métro, dans son lit et surtout changer de cartouche. Parce qu'avant ça, on a eu les Game & Watch, des espèces de petits trucs, mais sur chaque petit Game & Watch, il y avait un seul jeu, on ne pouvait pas changer de jeu. Donc là, c'était la première console vraiment portable, on pouvait jouer partout et quand tu étais gamin, c'était vraiment un rêve de gosse. J'ai fait chier mon père pendant des semaines et des semaines pour l'avoir. Il est revenu un soir avec, je m'en souviendrai toujours. Cette bonne vieille Game Boy, qui n'était pas très belle, hein, qui était très anguleuse, très carrée. Bien sûr, Tetris, avec cette musique entêtante et lancinante. Tetris, c'est con, mais Tetris, voilà, ça vieillit pas à travers les âges, c'est toujours aussi rigolo à jouer. Et c'est vraiment le jeu, je crois que ça doit rester un des jeux les plus vendus dans le monde. Tetris est le jeu qui a lancé la Game Boy et qui a eu un impact incroyable, d'ailleurs pas seulement sur la Game Boy, mais sur le jeu vidéo en règle générale. Mario, c'est des heures de jeu devant Mario et avec un seul but, c'était essayer de finir Mario. Je me souviendrai toujours de Super Mario, quoi. J'ai passé des heures et des heures. Zelda, parce que j'étais un gros fan de Zelda sur Super Nintendo. C'était des donjons à explorer, des forêts, des trucs hallucinants. Donc c'est sûr que le premier Zelda sur Game Boy, c'est une révolution, quoi. Gargoyle's Quest, qui était un très très grand jeu de Capcom sur Game Boy. Ouais, je l'ai emmené partout, en vacances, tout le temps, comme tout le monde, quoi. Il y a eu Gargoyle Quest aussi, un jeu que j'affectionne particulièrement, un petit jeu d'aventure. À l'époque, j'avais 9 ans, je parlais pas très bien anglais. J'attendais le retour de mes parents, puisque dans le jeu d'aventure, tous les personnages s'exprimaient en anglais. Et du coup, pour des choses très simples, hein, les destinations North, Est, South, West, j'ai appris comme ça quelques bases. Donc c'était vraiment sympa. Batman, j'adorais ça, je passais des heures dessus. Le Bat-Boomerang qui était autour de Batman, mais juste aussi j'ai failli jeter la Game Boy 150 fois, tellement j'en pouvais plus à la fin. Je suis j'y arrive pas. En fait, si, à un moment donné, si, on y arrive. Simple, efficace, la console de tous les temps nomade, très honnêtement. Pour la petite anecdote, la Game Boy, quelqu'un me l'a volée quand j'étais plus petit. Minutes. Oh yes! Right! Introducing Lynx from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes. La Lynx était techniquement plus évoluée et la Lynx était vraiment un super produit. Ouais. C'était en couleur, alors l'autre n'était pas en couleur, la Game Boy. Mais bon, on a toujours l'éternel problème, les jeux, quoi. Il n'y avait pas de jeu, voilà, il n'y avait pas de jeu révolutionnaire, il n'y avait pas de jeu qui donnait envie d'acheter une Lynx au prix où elle était en plus. Alors que Nintendo, ils ont toujours su faire les jeux, quoi. Mais quand ils les font pas, ils prennent un Tetris comme ils ont pris sur la Game Boy et ça cartonnait. Donc en fait, la Lynx, ça m'a amusé 2 secondes, mais en fait, ça se comparait pas. Et du coup, ils ont échoué, et c'est dommage, c'était une belle console. Première console en couleur portable, quand même quelque chose. La Mega Drive, la première console 16 bits, la console trop classe. Et ça a été un bouleversement et un choc pour tout le monde parce que la qualité graphique de la machine était dérisoire aujourd'hui, mais fantastique pour l'époque. Et vraiment, elle avait des jeux extrêmement sympas. Il fallait quelque chose à Sega pour se relancer face à Nintendo. Et évidemment, Nintendo, c'était Super Mario, donc Sega s'est dit, il nous faut un symbole comme Super Mario. Et ils ont lancé Sonic. Eh ben, t'es en colère? C'est moi, Maître Sega. Tu choisis Sonic? C'est parti. Sega avait enfin une mascotte à ce moment-là. C'était vraiment les grandes heures. C'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or vraiment du jeu vidéo, les consoles 16 bits, quoi. Sega, c'est plus fort que toi. Avant Sonic, les jeux de plateforme, c'était assez pépère. Ça commençait d'abord, tu avais un écran, tu sautais d'un bout à l'autre de l'écran. Quand tu arrivais au bord, hop,
l'image s'arrêtait et hop, on affichait l'écran suivant et t'arrivais sur le côté. Donc déjà, ça, c'était un peu poussif. Mais bon, il fallait bien commencer par quelque chose. Après, on a eu un scrolling où l'écran, tu te baladais dans l'écran et l'écran défilait comme ça au fur et à mesure. Et déjà, c'était un gros progrès, mais ça allait pas très vite. Et tout à coup, Sonic est arrivé et là, il traversait tout le niveau en, je sais pas, 15 secondes à une vitesse hallucinante. Et quand je dis hallucinante, c'était pas 2 fois plus rapide que les scrollings habituels, c'était peut-être 5 ou 10 fois plus rapide. C'était un truc qu'on n'avait jamais vu. Donc voir Sonic cavaler, faire des loopings, c'était hallucinant tout en récupérant des anneaux. On n'avait jamais vu ça. C'est la marque de fabrique de Sonic, c'est la vitesse, quoi. Ça va trop vite? Mega Drive, c'est plus vite que toi. Moi, j'adorais. Franchement, c'était un exploit. Du reste, pour l'époque, on n'avait jamais vu un personnage de jeu aller aussi vite. Donc, c'était quand même assez flashant. Je vais faire une confession de ouf, mais en fait, j'ai jamais vraiment aimé le game design de Sonic. Parce que c'est un jeu de plateforme où tu dois récupérer des anneaux. Et en même temps, il faut que tu ailles super vite pour aller à la fin du niveau. Donc, c'est un peu contradictoire. C'est comme si tu faisais 2 règles que tu mets en opposition et tu dis démerde-toi. Et donc j'ai toujours trouvé ça un peu bancal. Et puis l'histoire m'a donné raison. Et maintenant, une nouvelle ère commence. Il est temps d'enterrer les anciens. Oublions le passé. Ouais. Alors la Neo Geo, c'était la Rolls des consoles. C'était une console de riche, c'était vraiment le caviar de la console de jeu. Je m'étais tapé la Neo Geo en bon bourgeois de l'époque, tu vois. À chaque fois que je vois quelqu'un qui me dit j'avais une Neo Geo à l'époque, je dis gosse de riche, je le traite de gosse de riche parce que c'était vraiment, il y avait très peu de gens qui avaient la chance d'avoir ces consoles-là. On avait tous quasiment un pote qui l'avait. C'était une console ultra chère. Les jeux en tant que tels coûtaient dans les 1200 francs. C'est colossal. Ça fait quasiment 150 € pour un jeu. C'était une console qui prenait l'héritage des bornes d'arcade. C'était essentiellement des jeux de combat ou des jeux vraiment typés gameplay très rapide avec des personnages énormes à l'écran. Et c'est vrai qu'elle avait des performances surréalistes par rapport à une Super Nintendo ou une Mega Drive. La machine était fabuleuse. En plus, elle avait un système incroyable de carte mémoire qui permettait de sauvegarder ses parties dessus et que l'on pouvait réutiliser sur les bornes d'arcade. La manette de la Neo Geo, manette mythique, c'était pas une toute petite manette qu'on tenait dans la main, c'était un gros pavé comme ça, avec un stick et des grosses touches. Il fallait la poser soit sur les genoux, soit sur une table. Et c'était l'arcade à la maison. À l'époque, c'était une grosse claque aussi. Et en plus, c'était des armoires normandes, les cartouches de la Neo Geo. C'était une table de ping-pong. Mais bon, c'était, franchement, vu le prix des jeux, c'était pas franchement raisonnable, quoi. Donc ça pouvait pas être une machine vraiment grand public. C'était vraiment très, très élitiste. Tu sais que t'es belle, toi, depuis que tu joues en couleur? Jouer en couleur m'a transformé, madame. Regardez-moi, je suis Astérix. Game Gear, la couleur, c'est plus fort que toi. Oh, la Game Gear, c'était un gag, non? La Game Gear était la grande concurrente à la Lynx, d'une part. Ouais, la Lynx ne marchait pas super bien. Il faut reconnaître que commercialement, c'était pas un réel succès. Donc Sega a voulu concurrencer la Game Boy. Et la Game Boy avait un énorme manque, c'était il n'y avait pas de couleur. Donc Sega, toujours à la pointe de la technologie, a lancé la Game Gear. J'ai acheté la Game Gear parce que pour moi, à l'origine, ça devait être la Game Boy en mieux. C'est-à-dire la Game Boy couleur, avec un écran rétroéclairé. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer sous les draps pendant que papa et maman étaient couchés. On pouvait jouer à la maison sous les draps. Donc ça, c'était super. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, même si on dit que forcément la Game Boy a mieux marché, quand j'allumais ma Game Gear, c'était en couleur, quoi. C'est une catastrophe. J'ai oublié ma Game Gear, la portable couleur de Sega. La Game Gear, l'autonomie, c'était 3 heures si on était vraiment chanceux. Donc du coup, c'était une console plus transportable que portable. Donc finalement, on la branchait sur une prise et c'était plus une console portable puisqu'il fallait se promener avec un fil ou alors une très grosse rallonge pour prendre le bus avec.
Il n'y avait pas de jeu spécifique à la Game Gear. C'était tous des jeux qu'on avait déjà sur Mega Drive ou sur Master System. Et du coup, tu n'avais pas de raison d'acheter une Game Gear pour jouer à Sonic alors que tu l'avais à la maison, à moins d'être richissime et de pouvoir mettre 6 piles dedans toutes les 2 heures. Voilà. Je pense que cette consommation excessive d'énergie de la part de la Game Gear a empêché son succès qu'elle aurait dû mériter. Avoir 50 kilos de piles dans son sac, c'était pas possible. Donc on a dû se rabattre sur la Game Boy si on voulait jouer longtemps à des jeux sympas, et tant pis pour la couleur. Et changer ma Game Gear en couleur contre du noir et blanc? Jamais. Ah, la Super Nintendo, bonheur, qu'est-ce que je me suis éclaté. Ah, ça, c'était la grande époque Nintendo, c'est là où ils étaient les rois du pétrole. C'est la console qu'il fallait avoir. Si t'avais pas de Super Nintendo, mais laisse tomber, il n'y a plus aucune raison de vivre. À la Super Nintendo, j'ai tout fait pour l'acheter le jour de son lancement au Japon. La Super Nintendo, ça a été ma première console de salon, celle qui a vraiment permis de démocratiser un peu plus le jeu vidéo à la maison. Je me rappelle la première fois, je l'ai acheté avec mon argent de poche, elle coûtait 1290 francs, ce qui est beaucoup moins cher que les consoles actuelles. Hein. Pour moi, ça a été un peu le déclic de la nouvelle génération de consoles. J'étais resté sur l'Atari 2600 VCS, la ColecoVision, la Mattel Intellivision. Et là, tout à coup, on avait des graphismes beaucoup plus jolis, des vraies musiques. Il y avait un truc incroyable sur la Super Nintendo, ça s'appelait le mode 7. Et l'écran avançait comme ça, et donc ça donnait, à l'époque où il n'y avait pas de 3D encore dans les jeux vidéo, cette impression de profondeur et de vitesse. Je me souviens, il y avait des jeux vraiment assez marquants avec ça, quoi. Et effectivement, quand j'ai branché F0, ça a été une révolution parce que ce mode 7 était vraiment exceptionnel. C'était un jeu de course futuriste, ça allait super vite. Qui n'a été fait en fait que pour exploiter le mode 7 et pour faire la démonstration du mode 7. Sauf que F0 était tellement bien foutu que c'est devenu un jeu culte. Et puis un catalogue de jeux, une ludothèque, mais colossal. Hein. Il y a eu plus de 1000 jeux. Bam! Une sélection de jeux incroyable. Et au fil des mois, il y avait toujours des trucs de fou. Je sais pas si je sentais déjà qu'il y avait une créativité différente chez Nintendo. Mais en tout cas, la grande aventure, c'était Zelda, quoi. Je me disais, c'est d'une intelligence incroyable. Le scénario était d'une intelligence incroyable. Une énorme aventure, vraiment en 2 parties, complètement immersive. Pour moi, tout le long du truc, ça a quand même été un petit peu Zelda et Mario, je suis un peu comme ça. Mon jeu culte, qui pour moi est le meilleur jeu de l'histoire, c'est Super Mario World. Il est immense, il y a un nombre de niveaux incroyable, il y a des niveaux cachés à profusion. C'est un jeu mais monumental. Mario Kart, évidemment, c'était absolument immanquable et c'était un truc entre potes qui était fabuleux. Street Fighter, c'est des heures de jeu pour essayer d'être le meilleur à Street Fighter. Mais c'était l'âge d'or, quoi. C'était vraiment... Je me suis éclaté, quoi. C'est vraiment pour moi une extraordinaire console, la Super Nintendo. Oh là là, la révélation. La Super Nintendo, c'est la révélation. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! 16 and 32 are less than 64. So with 64 bits, 3D graphics, real-world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford! Can you repeat the question? Jaguar! 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 Alors, Jaguar, c'était vraiment une belle machine. Le problème, c'est que le fabricant, c'était Atari, donc c'était pas un japonais. Et Atari n'avait plus fait de jeu pour console, enfin n'avait plus fabriqué de console depuis 12-13 ans. Atari a dû se dire, oh ben on va repénétrer ce marché-là, finalement on est les pionniers, on est des super méga héros, en plus on est américains, donc on va tout dynamiter. Ils sont tous sur des 16 bits, nous on va faire une 32-64 bits.
En même temps, c'était sympa, quoi. Bon, je peux pas dire j'y ai cru. J'aurais pas détesté parce que c'était une machine pas mal, elle avait vraiment un certain nombre de qualités. Techniquement, c'était assez brillant. La 3 dimensions était bien gérée, mais une fois de plus, malheureusement, il n'y a pas que la technique qui fait le jeu. Pour qu'une machine puisse marcher, il faut que les développeurs et que les éditeurs développent des jeux intéressants pour cette machine. La durée de vie de la Jaguar a été tellement fugace que je n'ai même pas eu le temps de la voir. J'ai jamais eu une Jaguar entre les mains, si ce n'est plus tard sur des salons où vous pouvez voir des trucs collector, parce que du coup elle est collector. Donc je remercie aussi Atari de faire des échecs, ça tombe très bien pour ma collection. Quand tu donnes un nom de console Jaguar, c'est une espèce en voie de disparition, tu lui donnes le nom, voilà, comme la Lynx. Hop, merci, au revoir, vous êtes le maillon faible. Obviously. The intense realism of Panasonic Real 3DO. Definitely. Cool. The Real 3DO system from Panasonic. J'en ai pas eu de 3DO, pareil, c'était une console assez rare et très chère. La première a utilisé des CD, si je me souviens bien. Donc effectivement, il y avait de la 3D, il y avait de la vidéo, il y avait beaucoup de choses. C'était super ambitieux. L'idée de base était intéressante de pouvoir permettre à n'importe qui de faire une console au format 3DO, mais en fait, en gros, c'était un PC, quoi. Le PC existait déjà, et puis c'était beaucoup trop cher. Or the mind-blowing graphics of Panasonic Real 3DO. Je me souviens de Road Rash, de Need for Speed. Need for Speed sur 3DO, c'était génial. Mais bon, alors voilà, j'y ai joué dans les boutiques, ce genre de choses. Mais bon, j'ai pas passé le pas, quoi. Et puis ça a fait un flop, finalement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de jeu marquant, phare, qui donnait vraiment envie. Il n'y a pas eu le jeu, le Mario Kart, le Street Fighter, le Tomb Raider, le Sonic qui donne envie d'acheter un jeu. Une console ne marche pas s'il n'y a pas le jeu qui te donne envie de l'acheter. Voilà. Ça, historiquement, on peut voir ça à travers toute l'histoire du jeu vidéo. Ça se passe toujours comme ça. La Saturn, j'ai cru. Moi, j'y ai cru. J'aimais bien Sega. J'ai cru qu'il arriverait à tenir le coup. Même si technologiquement la machine était vraiment excellente, il n'y a pas eu le soutien des éditeurs. C'est-à-dire que c'était un nouveau support, c'était aussi la première fois qu'on avait des jeux sur CD. Il y a eu le Mega CD qui avait été un premier essai, mais je crois que les éditeurs n'ont pas compris quels étaient les avantages que pouvait fournir le CD et sa fantastique capacité de mémoire pour créer des jeux innovants et sympa pour le public. Et la grosse différence, c'est que les gros jeux étaient sur PlayStation et la Saturn n'avait pas de jeux originaux à proposer. Wipeout, Ridge Racer, Metal Gear, c'était sur la PlayStation. Et sur Saturn, on avait quoi ? Pas grand-chose. Tu vois, j'arrive même pas à me souvenir d'un jeu marquant. Si, il y avait Knights, voilà, sur Saturn. Elle n'a pas eu de chance, elle était juste un cran en dessous de la PlayStation. Pas beaucoup, mais un petit cran en dessous. Ils ont été balayés, ils n'ont pas vu le jour, ça a été une cata pour eux. Et ça a été le début de la fin, parce que c'est là qu'ils sont bien des graves, et après ça fait que dégénérer. Welcome to the real world. Sega Saturn. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. Les savants le certifient, ses effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. La PlayStation, ça a été pour moi un des plus gros bouleversements dans la force. C'est-à-dire que pour la première fois, le duo Nintendo-Sega voyait un troisième concurrent arriver, et pas des moindres, puisque c'était Sony. C'était une machine fantastique qui avait technologiquement tout ce qu'on souhaitait. Une 3D quasi parfaite, une définition d'écran fantastique.
C'était l'avantage aussi du format CD. On était quand même depuis des années au format cartouche, qui était plus limité, on peut mettre moins d'informations. Avec le passage au CD, on pouvait mettre des cinématiques, on pouvait mettre des vraies musiques orchestrales, vrai orchestre qui composait, qui était lu directement par la machine. Et ça, franchement, ça fait toute la différence. Et puis il y a une autre évolution au niveau du marché qui a été en fait l'ouverture à un public plus large. Ça a été la première véritable ouverture où on est sorti un peu du milieu gamer et ça a touché les jeunes adultes. À l'époque, au tout début, on s'est dit, on donnait pas cher de la peau de Sony qui se lançait dans un marché qui était ultra dominé par Nintendo et Sega. Et puis on a vu les jeux arriver, on a fait, oh mon Dieu. Par exemple, ça a fait arriver toute une nouvelle catégorie de jeux comme Tomb Raider. J'adore Indiana Jones et Lara Croft c'est Indiana Jones. Avec un petit short et des gros seins, mais c'est quand même Indiana Jones. On se rappelle de Libération qui avait fait sa couverture avec Lara Croft, la première icône du jeu vidéo. Montez, j'ai peur toute seule. Gran Turismo, ça a été le grand titre, un des grands titres de la PlayStation 1. Une découverte parce que Gran Turismo, jusque-là, bon, des jeux de voiture, il y en avait un paquet, mais aucun n'était allé aussi loin dans le réalisme. Rapidement, il y a eu Final Fantasy VII sur PlayStation, un RPG, un jeu de rôle colossal, au succès incroyable, des cinématiques magistrales. Tous les jeux Psygnosis de l'époque, on a commencé par Wipeout, qui était un monument du jeu de course futuriste. On a eu une myriade de jeux, je crois qu'en fin de vie, il y a en cumulé, si on prend les jeux japonais, les jeux américains, les jeux européens, tous ne sont pas sortis en France. Il y a je crois plus de 4 à 5 000 jeux qui sont sortis sur la première PlayStation. C'est colossal dans le jeu, dans le lot, il y a eu tellement de pépites, je crois que chaque année il y avait une dizaine de blockbusters du jeu vidéo, des incontournables absolus, et c'est sûr que ça a énormément démocratisé le jeu vidéo. Le jeu vidéo avec la PlayStation cesse d'être un jouet et devient un loisir, comme le cinéma, comme la musique, comme la littérature, comme plein de trucs. Et les adultes n'ont plus honte de jouer avec la PlayStation. Tu jouais avec ta Super Nintendo, tu passais pour un gamin attardé. Tu jouais avec ta PlayStation, tu passais pour un ado branché, voire un adulte qui a su rester jeune, et c'est super. Alors la Nintendo 64, on l'attendait tous pour avoir un nouveau Mario enfin, où on aurait pu jouer à 4. Donc c'était le bonheur, donc c'était pour pouvoir jouer à Mario Kart à 4, que moi j'attendais la Nintendo 64. Et puis j'ai été cueilli par des jeux comme GoldenEye, qui était assez fabuleux. C'est du FPS classique, mais super bien foutu, où tu joues un agent secret, tu cavales dans des couloirs pour essayer de tirer sur tes potes. L'écran est partagé en 4, chacun un coin d'écran. C'est super convivial. Comme tout ce que fait Nintendo, c'est vraiment des consoles très très conviviales. Technologiquement, elle était en retard, on va dire. Nintendo avait opté garder le format cartouche. On se demande encore un petit peu pourquoi, ça c'était un choix technologique qui était probablement une erreur. En revanche, ils avaient une manette très originale, une sorte de trident, il y avait 3 branches sur la manette, et c'est surtout la Nintendo 64, la première, qui a imposé le stick analogique pour justement se développer, comme ça, se déplacer à 360 degrés. J'adorais la forme des manettes de la Nintendo 64, qui avait une forme très bizarre, on aurait dit un croissant, un truc comme ça. Mais ça pouvait se tenir de différentes façons, il y avait une gâchette en dessous. C'est une des premières fois où on a une manette avec une gâchette, donc on a l'impression de tenir un flingue, c'était pas mal. Des boutons un peu partout, mais qui te tombaient très bien sous les doigts. C'est un exemple d'ergonomie, la manette de la Nintendo 64. La manette, on parle même pas que de celle-là. Tout ce qui a été fait en manette, c'est Nintendo. Au départ, l'invention de tout simplement du petit pad avec la croix directionnelle, c'était quand même sur la NES. Après, les boutons sur le côté, en haut, c'était la Super Nintendo. Ça a été copié par tout le monde. Après le joystick analogique, ça, hop, tout le monde l'a repris. Sony l'a repris, tout le monde l'a repris, et ainsi de suite. La N64, c'est les vrais jeux 3D, c'est vraiment l'incursion, l'utilisation totale de la 3D dans les jeux. Et tout ça, c'est concentré dans un jeu qui s'appelle Super Mario 64, évidemment. It's me, Mario. Le Mario 64, attends, c'était quelque chose, hein. La baffe qu'on s'est pris. Le passage d'un Mario qu'on connaissait toujours de profil, qui avançait, qui sautait sur ses personnages. Là, on avait un univers où on pouvait regarder, moi je me rappelle, mais éternellement, de ne pas jouer finalement, de poser comme ça. Mario 64, c'était conçu avec un grand château central et on sautait comme ça dans des tableaux pour rentrer dans les niveaux.
et ben ne pas jouer et juste regarder. La première fois que tu pousses ce stick dans Super Mario, tu comprends ce qui se passe et là tu te dis waouh, c'est juste la première fois. Il y avait eu des jeux 3D sur PS1, il y en avait eu sur Saturn, mais il n'y avait jamais eu cette véritable troisième dimension qui te fait rentrer dans le jeu complètement. Le Zelda, Ocarina of Time, et quelle révolution ça a été. C'était le Seigneur des Anneaux avant l'heure. Là c'est une épopée gigantesque. Il y avait quoi? Il y avait 50, 60 heures de jeu. On partait dans la montagne, les cavernes, la plaine d'Hyrule. Il y avait tellement de choses à faire et à voir. À côté de ça, il y a eu un petit manque de jeux sur cette console. Malheureusement, ils n'ont pas été suivis. On se souvient qu'ils ont été plus ou moins trahis par Square qui a fait son Final Fantasy sur PlayStation, etc. C'est toutes ces affaires-là qui ont fait un peu tomber la N64. Je pense que Nintendo, avec la Nintendo 64, est resté dans son créneau qui était de faire plaisir aux joueurs historiques, aux tout premiers joueurs qui ont suivi Nintendo depuis le début, depuis leur toute première console, c'était rester dans ce créneau-là, satisfaire les joueurs purs et durs. Et c'est vrai qu'ils ont perdu la domination du marché, ce qu'ils avaient à l'époque de la Super Nintendo et encore plus avec la NES. À l'époque, ils avaient la domination totale. Là, ils ont perdu, ils n'ont plus été les premiers, sauf que quand même, ils ont cartonné. Parce que Nintendo, faut pas oublier un truc, c'est pas comme les autres. C'est pas juste un fabricant de consoles qui accessoirement a un ou deux studios à acheter, comme Microsoft, un ou deux studios, puis on les met, et puis on fait des jeux. C'est avant tout un éditeur de jeux. Nintendo, c'est l'éditeur numéro 1 mondial. Donc globalement, ils ont perdu le leadership. Mais ils sont fait du pognon, hein. Nintendo a toujours fait des sous, a toujours très bien vendu. Il n'y a jamais eu de souci à se faire. Oui, c'est lui, c'est Mario! Aujourd'hui, il est seul. Pour que survive le bien, il est prêt à tout perdre, même la vie. Ça fait 4 fois que tu me marches sur le pied. Ça fait hyper mal. Arrête! G-Police, un jeu criant de vérité. Je pense qu'au moment de l'arrivée de la PlayStation 2, le jeu vidéo était devenu grand public grâce à la PlayStation 1 et que du coup, c'est devenu un phénomène de masse. Et au moment de la PlayStation 2, le grand public avait envie de sa PlayStation 2 comme il avait envie d'un lecteur CD ou d'un truc un peu high-tech, du truc high-tech et branché du moment. Je pense que l'argument d'avoir un DVD a joué vraiment, parce que c'était le tout début du DVD, c'était un truc de technologie qui arrivait avec, et il y avait les deux. En plus, la machine était étonnante au niveau look, au niveau performance, elle assurait grave. Donc il y avait un buzz extraordinaire sur cette machine, et quand elle est sortie, il y avait des foules monstrueuses. Les gens s'arrachaient la console. Ça m'avait choqué, ça m'avait marqué, et je me disais quand même, c'est bien, on est passionné, c'est génial, c'est chouette pour le jeu vidéo qu'il y ait autant d'attrait pour une console, mais quand même, faut pas en arriver jusque-là, ça m'a fait un peu bizarre. Le jour de la sortie, il y avait un jeu officiel Sony, c'était Fantavision. C'était donc un jeu de puzzle avec des feux d'artifice pour montrer les effets de particules. C'était génial. mais bon, ça faisait un peu léger, quoi. Et effectivement, après la PS2, après franchement une première année un peu difficile, les jeux tardaient à venir, les gros jeux. Et puis après, ça a été l'avalanche. Il y a eu les PES, il y a eu les Devil May Cry. Gran Turismo 3, qui vraiment m'a marqué. Parce que Gran Turismo est vraiment arrivé à un niveau de perfection incroyable. GTA, qui était vraiment fascinant. Les Metal Gear aussi, qui ont vraiment une mise en scène cinématographique hallucinante. Ico, Shadow of the Colossus, des jeux qui dépassaient le simple stade de ludiquement sympa à jouer, où on prend du plaisir. Là, il y avait carrément une histoire poétique, touchante, de la vraie émotion. Ico, ouais, c'est un jeu merveilleux. C'est ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un jeu d'auteur. Ça, c'est vraiment la force de la PS2, c'est d'avoir eu énormément d'exclusivité par rapport aux autres consoles, des exclusivités majeures. Je sais pas vraiment quel jeu je retiendrai de la PS2, peut-être parce qu'il y en a trop. Et finalement, on sait maintenant que c'est la console la plus vendue au monde. Parce que jouer sera toujours plus fort que nous, Sega lance Dreamcast, sa nouvelle console de jeu.
Dreamcast, jusqu'à 6 milliards de joueurs. À la Dreamcast, c'est un énorme souvenir aussi parce que c'était la dernière chance, le dernier espoir de Sega de vraiment apporter quelque chose de différent. Il s'était raté un petit peu avec la Saturn. C'était une bonne console, mais elle n'avait pas connu le succès que Sega espérait. Donc c'était un peu le va-tout de Sega. J'ai beaucoup aimé la Dreamcast. J'ai trouvé que déjà, elle avait un design... elle avait un très joli design. Si tu la compares à la PlayStation qui ressemble à pas grand-chose, la PlayStation 2 à l'époque, on dirait un espèce de radiateur. La Xbox, c'est pareil, on dirait un chauffage d'appoint. Et ben la Dreamcast, elle a vraiment un super look, des très belles manettes, très originales. Vous pouvez mettre une cartouche mémoire dedans avec un écran LCD. Donc par exemple l'inventaire du personnage s'affichait sur l'écran, c'était super. La Dreamcast c'est la première console, on va dire un peu grand public, à être online. On pouvait jouer online avec des petits jeux. Bon évidemment à l'époque c'était ce qu'on appelle du RTC, donc c'était les lignes téléphoniques avec les pauvres modems super lents. Et graphiquement elle était magnifique. Tu prends Soul Calibur sur Dreamcast et tu le regardes encore aujourd'hui, il a quasiment pas vieilli, c'est étonnant. Sérieusement, bon ça a vieilli, mais pas tant que ça finalement. Il y en a certains qui sont juste magnifiques. Tu prends par exemple un Jet Set Radio, qui était un jeu entièrement avec un rendu cel shading, donc qui ressemblait à un dessin animé. Tu le remets aujourd'hui, ça passe nickel. Et puis à jouer, c'est toujours aussi jouissif. Il y a des jeux comme Shenmue qui ont vraiment marqué. Shenmue, c'est un jeu d'aventure où là vraiment on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a eu le Sonic sur Sonic Adventure sur Dreamcast. Il y a eu des trucs énormes sur Dreamcast. C'était une super machine, vraiment. Putain, pourquoi elle a pas marché la Dreamcast, je voudrais bien le savoir. Je crois que ces gars, ils savent pas non plus. Sur la Dreamcast, on n'a pas eu cette débauche financière en termes de marketing. Et je pense que par rapport à la concurrence, et notamment Sony, ça a dû être un frein énorme pour les ventes de la machine. Il y avait une question de jeu parce que c'était quand même, dans l'esprit, les jeux étaient très bien, mais ils étaient vraiment très orientés gamer. Or, si on veut faire le succès d'une machine, il faut quand même ratisser plus large. C'est vraiment le truc à retenir dans l'histoire du jeu vidéo, c'est pas de jeu phare, pas de succès. Pas de bras, pas de chocolat. C'est la même chose. Sega, c'était son va-tout, la Dreamcast, et ça n'a pas réussi, donc Sega a décidé de se concentrer exclusivement sur le développement de nos jeux. Ils ont arrêté les consoles. Ça, quand on est joueur, forcément, ça a été un séisme. Moi, je disais à l'époque que personne ne pourrait plus lancer une console face à Sony et à Nintendo. J'avais oublié qu'il y en avait un qui avait les moyens quand même. L'arrivée de Microsoft dans le jeu vidéo avec la Xbox, ça marque un autre tournant de l'histoire du jeu vidéo, c'est évident. À cette époque, il y avait 3 acteurs, Nintendo, Sega, Sony. Les 3 étaient japonais. Le marché représentait des milliards d'euros, des milliards de dollars. Et c'était impensable qu'une société comme Microsoft ne rentre pas dans un marché qui correspond parfaitement à ce qu'elle sait faire et à ce qu'elle aime faire. Se lancer comme ça dans le jeu vidéo, c'était un signal que le jeu vidéo commençait à atteindre un public plus large et une certaine maturité. La Xbox, première du nom, elle a fait peur à pas mal de personnes, les gamers qui disaient « Ouais, mais qu'est-ce que Microsoft va faire là ?» Moi, j'étais pas hostile parce que d'abord, plus on est de fous, plus on rit. Donc moi, si on fait plein de consoles avec plein de jeux différents, je dis bravo, venez, welcome. La première Xbox, une vraie bouse. Un truc pas beau, gros, une armoire bretonne. La machine était énorme, mais énormissime. Une manette gigantesque. Je sais pas si tu te souviens des manettes de la Xbox, la première du nom, les premières manettes, mais on aurait dit une console portable quasiment la manette, c'était terrible. À tel point qu'ils ont été obligés de refaire des manettes S, de taille XS, plus petites, pour les Japonais qui ont des petites mains et qui ont boudé la Xbox de façon magistrale. C'était une machine qui était vraiment aussi dédiée au online et ça a bien marché avec le Xbox Live. C'est la première console qui vraiment te permet de jouer en réseau avec tes potes, d'avoir une liste d'amis, de pouvoir les contacter facilement, de pouvoir organiser facilement des matchs, pas en reliant des PC ensemble où c'est toujours un peu compliqué, aller sur des serveurs, machin, voilà. Et je crois encore qu'aujourd'hui, cette idée de pouvoir connecter la Xbox à Internet marque encore une petite différence entre Microsoft et Sony.
Et je pense que Sony est un peu à la bourre et essaye rame pour récupérer l'avance prise par Microsoft. Et la Xbox, pour moi, bon, c'est Microsoft, donc c'est toute la puissance de Microsoft, tout le savoir-faire de Microsoft aussi. Alors du coup, c'est la première console qui bug, voilà. Sans être caricatural, c'est quand même une bonne console avec des jeux pour hardcore gamers. C'est vraiment la console du gros joueur, hein, la Xbox. Des jeux comme Halo, qui sont quand même superbes et magnifiques. Le Halo, j'avais bien bavé, quoi. Ça en jetait, ça le faisait vraiment. Halo, c'est un jeu qui m'a réconcilié avec ce genre, bien particulier, très PC, parce qu'il avait été fait de manière... quasi parfaite en termes de rythme, d'univers. Je retiendrai aussi d'autres jeux comme Fable, dont le deuxième épisode est sorti sur 360. Donc là, c'est tout à fait aussi un truc qui m'enchante totalement parce que c'est un véritable univers travaillé dans lequel tu as envie de te plonger. Merci beaucoup. Mais franchement, c'était un lancement raté. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Bill Gates et des pontes de Microsoft pour sortir une machine à un prix qui était... c'était hallucinant. On pouvait presque s'acheter 3 Logan pour le prix de la voiture. Mais comment on peut se viander quand on a tant de dizaines de millions de dollars? Quand tu te dis qu'une boîte aussi grosse que Microsoft, qui a une réserve d'argent limitée, se dit « je vais dans le jeu vidéo, je sais que je vais me planter, mais je vais mettre l'argent qu'il faut pour continuer et apprendre de mes erreurs », tu dis « ça risque de faire mal quand même ». La GameCube, moi je l'ai vraiment, je l'ai aimé, je l'ai beaucoup aimé cette machine. C'est une console de Nintendo et c'est vrai qu'on peut leur faire confiance pour faire toujours des consoles très conviviales, des choses qu'on peut partager avec ses potes, quoi. J'aimais bien ce côté jouet, carré, rigolo, je l'aimais bien, je la trouvais vraiment rigolote cette machine. C'est un gros Apéricube, je trouve ça assez rigolo, c'est pas la plus moche, c'est pas la plus jolie non plus, mais c'est pas la plus moche. Nintendo s'est toujours contenté de rester dans son monde de jouets. Pour moi, le jeu vidéo, c'est d'abord un jeu de société, c'est d'abord jouer avec des potes, faire une soirée, être à 4 sur le canapé avec des manettes, se filer des coups de coude et voilà, c'est ça le jeu vidéo pour moi. Les jeux ont très bien vendu, tout au moins les jeux de Nintendo. Donc que ce soit Mario ou Zelda, forcément on retourne toujours à ses premières amours quelque part. Le Zelda qui avait réussi le passage en 3D, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de jeux 2D, des grands jeux historiques 2D. Mario et Zelda, ils ont réussi à passer le cap. Vraiment, à titre personnel, quand j'ai du temps chez moi, je fais les Zelda, les Mario, les trucs Nintendo qui déboîtent. Mario Kart, c'est le jeu auquel j'ai peut-être le plus joué de ma vie, toutes versions confondues. Chaque fois qu'il y a une nouvelle console Nintendo, il y a un nouveau Mario Kart et un seul. Il n'y a jamais eu 2 Mario Kart sur une seule console Nintendo, donc c'est un truc précieux. Donc on a eu celui sur GameCube qui était superbe. Vous pouvez jouer à 4, on pouvait être même à 2 sur le même kart. Enfin vraiment, il y a des trucs fabuleux. Il y a eu le fameux Resident Evil 4. Et là, il n'y a plus rien qui existait. Absolument plus rien. Je pensais qu'il y a une seule chose, c'est rentrer chez moi, d'être avec ma manette GameCube. J'étais dans mon lit, il y avait mon bel écran en face de moi, et tout le monde m'appelait, viens, machin, ma petite amie m'appelait et tout. J'ai dû la larguer parce que je pensais qu'il y a une seule chose, c'est finir le jeu. C'est assez marrant de voir que Nintendo, à chaque fois qu'ils s'écartent de leur petit univers coloré, de tous ces petits bonhommes avec des gros nez, des champignons, etc., ils font un carton. Resident Evil 4, c'est un jeu d'horreur destiné aux adultes. Ça fait flipper. Moi, je jouais tard le soir et des fois j'avais très peur. Voilà, et ça a fonctionné, même si c'était complètement à l'opposé de leur petit univers gentillet avec des plombiers moustachus et des champignons sauteurs. La GameCube chez Nintendo ne fonctionne pas. Je pensais, honnêtement,
que ça allait être la dernière Nintendo. C'est-à-dire, je pensais que Nintendo allait subir le même sort que Sega. À côté du triomphe de la PS2, elle faisait triste mine quand même. Elle était larguée des kilomètres derrière. C'est une console aussi qui a pas réussi à redresser Nintendo après l'échec de la N64 et qui les a forcés, si tu veux, à se regarder d'une autre manière et à essayer d'avoir de nouvelles idées, de se reconcentrer sur ce qu'est vraiment Nintendo, c'est-à-dire l'originalité, la nouveauté et bien sûr, avant toute chose, l'amusement que tu retires. Can I play with it? Oh, when you're done. La PSP, j'étais très agréablement surpris au début. Grosse machine multimédia. À l'époque, on n'avait pas d'Arcos, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas de machine à tout faire. J'ai trouvé l'objet magnifique quand il est sorti. Moi, j'ai craqué pour l'objet. Et puis parce qu'aussi on pouvait aller plus loin que le jeu, on pouvait regarder du film, ça devenait vraiment l'objet multimédia. Comment moi je pouvais pas craquer, quoi, c'était pas possible. C'est le fantasme de la console portable de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Game Gear, de la Game Boy, etc., on fantasmait d'avoir une vraie console de salon dans la poche. C'est ça la PSP, c'est une PlayStation 2 dans ta poche, quoi. Pour moi, la PSP, c'est une pure console. En plus, tu peux jouer en réseau, etc., etc. Vraiment une console fabuleuse. J'ai vu Virtua Tennis, je me suis mis à genoux devant, moi. J'ai fait comme ça, Virtua Tennis, je peux l'emporter partout et tout. Et après, forcément, il y a plein de petites complications qui rentraient en jeu, le temps de chargement, le fait que Virtua Tennis, finalement, c'est peut-être un jeu que tu préfères jouer avec tes potes chez toi plutôt que jouer avec ta console portable. Le problème, c'est que les consoles, c'est surtout les jeux qui font le succès ou pas d'une console. Et là, pour le coup, ça a été longtemps la disette. Moi, il se trouve qu'au niveau du jeu, parce que tu es toujours ce qu'est le fond du problème, c'est une belle machine avec un écran superbe, la question n'est pas là, etc. Mais au niveau du jeu, je suis pas enthousiaste. Moi, je m'en servais exclusivement pour regarder des films dans l'avion, quoi. C'était un peu gênant pour une console de jeu. La DS, une console innovante avec un écran tactile, 2 écrans, un micro, aujourd'hui il y a un appareil photo. Au début, j'ai joué avec le stylet. Pour moi, c'était très très dur. Ça ressemblait à un assistant personnel. Je trouvais pas ça forcément extraordinaire. Et au fur et à mesure du temps, en essayant les jeux, encore une fois, ils ont réussi un truc de malade. Enfin, c'était une console pour ceux qui avaient peur des consoles de jeux, qui avaient peur du jeu vidéo. Toutes ces touches, ces boutons, c'était horrible, quoi. Les combos, les machins, c'est pas si évident que ça. L'idée était vraiment très bonne. Si tu veux élargir le public, tout ça, tu laisses plus la manette. Combien de fois on le voit quand tu as des gens qui n'ont jamais joué, de la famille, ou des gens, tu leur passes une console ou une manette, ils savent pas, ils n'arrivent pas. Alors que là, d'un seul coup, le stylet, c'est clair. À la fois, les gamers ont leur Mario Kart, on peut s'amuser, les petites filles ont leur petite Barbie, le phénomène Pokémon continue depuis des années et des années. Il y a évidemment aussi des très très grands jeux d'aventure. Le Zelda sur DS, c'est très honnêtement un des meilleurs de la série. Je pense que ce qui a été pas mal, c'est le fait de pouvoir se connecter. Ça, c'est aussi un autre aspect du en ligne. Rien juste de pouvoir se connecter entre joueurs. Moi, j'ai été assez bluffé par ce truc-là. Parce que on se souvient, je suppose, de l'époque de la Game Boy Advance. Mais c'était compliqué. Alors, il y en a avec la DS, d'un seul coup, tu l'allumais, plaf, il y en avait un autre qui se connectait. Tout de suite, tu balançais les données. Tu pouvais même faire du chat. En termes de console, j'adore la DS. Vraiment parce qu'elle offre une gamme de possibilités de jeu qui est hallucinante avec le stylet, avec le micro, le double écran, etc. Ça ouvre plein de possibilités pour des jeux que tu peux pas trouver ailleurs, avec des mécaniques que tu peux pas trouver ailleurs. Et ça a tellement bien marché qu'ils l'ont fait après sur les consoles de salon. La Wii, c'est une extension du stylet de la DS, quoi.
Bien sûr que je suis tombée sous le charme parce que j'ai tout de suite compris que ça allait faire un carton. C'est l'évolution de la Game Boy. Donc la Game Boy perd pour la première fois son nom et devient la DS. Et elle porte très très bien son nom. C'est vraiment la DS des consoles portables. Xbox 360, c'est assez intéressant parce que je détestais la première Xbox. Donc, quand la deuxième est sortie, j'étais plus que perplexe. Mais je dois avouer que c'est quand même une console qui est pas mal, la Xbox 360. J'ai un profond respect pour le parcours de la Xbox et de la Xbox 360, de la façon qu'ils ont d'écouter les joueurs et de faire en sorte de les convaincre. C'est une boîte qui a l'humilité d'apprendre de ses erreurs. Et c'est pas le cas de beaucoup d'autres constructeurs dans le milieu. Ce qui me plaît vraiment, c'est la façon qu'ils ont d'écouter le joueur. Voilà. C'est un peu l'anti-Nintendo sur cette génération. Nintendo n'écoute plus trop ses gamers, qui étaient un peu sa force pendant des années, son socle. Et Microsoft a bien repris ce flambeau-là. L'intégration du réseau avec le Xbox Live, c'est vraiment quasi parfaite maintenant. Les manettes se sont très nettement améliorées. Il y a un line-up qui est très intéressant. La console est assez bien foutue. J'avoue que la 360, c'est quand même une sacrée console. Ce qui me fascine sur la PS3, c'est que pour moi, c'est la console la plus évoluée que j'ai vue de l'histoire du jeu. J'ai été content d'avoir le changement technologique, hein, mais il fallait qu'il y ait des bons jeux. Mais il y a eu des bons jeux. Alors, d'accord, au début, mais ça c'est généralement le cas. La première année, c'était pas mal. Il y avait des bons jeux, mais maintenant, ils commencent vraiment bien à maîtriser la machine. Graphiquement, elle est extraordinaire. On peut jouer en réseau sans avoir à payer un abonnement. Ce qui est le gros reproche que je fais au Xbox Live. Donc ça, on l'oublie quand même. On dit que la PS3 est chère, mais il ne faut pas oublier que derrière, on peut jouer en réseau sans avoir besoin de payer. Et puis, il y a des tas de fonctionnalités dans la PS3 qui sont incroyables. J'utilise évidemment comme lecteur Blu-ray. Voilà, c'est mon côté geek. Je rachète des films en Blu-ray aussi. Aujourd'hui, avec une PlayStation 3, on peut carrément mater ses films, regarder ses photos, faire une sélection des clips musicaux qu'on peut regarder en streaming. Très peu de gens l'utilisent, mais le chat vidéo sur la PS3, il est insensé. Si vous connectez une iToy, vous avez sur un écran plat, vous allez voir vos potes qui sont à l'autre bout de la ville en gigantesque. Et puis c'est vrai aussi que sur PlayStation 3, sur Xbox 360 et aussi sur Wii, il y a aussi maintenant des boutiques en ligne où on peut acheter des jeux. Alors soit les jeux qu'on trouve en format traditionnel, en boutique, hein, et puis après donc, ce qu'on appelle le download content, du contenu additionnel. Alors à chaque fois, hein, ça, on a un peu l'impression de repasser à la caisse, mais c'est vrai que c'est l'avenir. Il n'y a pas de doute possible. Donc vraiment, autant pour le jeu que pour ses autres fonctionnalités, c'est une console étonnante, certes qui est chère, mais elle en donne pour son argent. Zijou, ça va aller. Notre journaliste a tendance à être très blasé, hein, de plus en plus. Et là, avec la Wii, tout d'un coup, on a vu les petites étoiles dans les yeux, les paillettes. Ah, c'est super! Tu prends la manette dans les mains, tu dis... Attends, tu vas me faire croire que je joue au tennis comme ça, devant ma télé? Ah ouais. Moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est qu'on invente. C'est qu'on invente des nouvelles techniques. Et surtout, moi, je me bats depuis des années pour que le non-joueur... Parce que moi, dans ma tête, tout le monde est joueur. On a tous été des enfants. Et je pense il n'y a aucun enfant qui n'aime pas jouer. Nintendo a compris ça avec la Wii. Nintendo, ils ont dit, nous, on arrête l'escalade à la technologie qui avait lieu à chaque nouvelle génération de consoles.
C'est toujours plus rapide, toujours plus beau, 2 fois plus de pixels à l'écran, 2 fois plus de couleurs, c'est 2 fois plus rapide, les univers sont 2 fois plus grands, etc. Il y avait une escalade technologique. Ils ont dit, petite pause, on arrête l'escalade technologique et on essaie juste de faire quelque chose qui soit familier pour les gens, qui soit immédiatement abordable. Ce qui est important dans le jeu, c'est pas tant ce que je vous mets à l'écran, c'est ce que vous ressentez. Et forcément, ressentir le mouvement, avoir l'illusion du contrôle de ce qui se passe dans la télé avec ton mouvement, c'est une idée géniale, quoi. Et le pari a été réussi, c'est sûr, ça se vend par milliers. Je vois tout le monde essaye de jouer. Mes parents ont essayé, mon oncle, je le vois de temps en temps. Je vais chez lui, il fait du golf avec la Wii. Et la Wii, c'est surtout le truc qui aura donné envie de jouer à des gens qui touchaient pas une manette avant parce qu'ils trouvaient que c'était trop compliqué. Là, tout à coup, tu leur mets une manette dans la main, tu leur dis tu fais les mêmes mouvements qu'au tennis et ça va marcher. Et ça marche. Elle a complètement changé la face du monde du jeu vidéo dans la mesure où c'est la première console qui ne s'adressait plus aux joueurs, mais qui s'adressait à tout un chacun. Mais la Wii, c'est quand même la console qui a réussi l'exploit de me faire jouer à un jeu vidéo avec ma grand-mère. Bon, quelques années tard, tu vois les limites. Du coup, évidemment, les vrais joueurs se sentent trahis par Nintendo. Il n'y a quasiment pas de vrais jeux pour hardcore gamers sur la Wii. Alors c'est vrai qu'au niveau du gamer, le gamer s'y retrouve moins. Mais c'est pas plus mal au final. C'est bien qu'on se retrouve tous et qu'il y ait de plus en plus de joueurs et qu'on se dise, une bonne fois pour toutes, le jeu vidéo, c'est pas pour une bande de boutonneux à lunettes qui restent dans leur chambre, qui n'ont pas de copines. Bah non, le jeu vidéo, c'est cool, c'est classe. Mais super le casual, quoi. C'est pas pour ça que le jeu plus classique meurt. Il est pas mort, le jeu. Il évolue et il s'ouvre à un autre public. Et Nintendo est très fort pour ça. Ils nous ont offert la DS, ils nous ont offert la Wii, et ça a fait penser les autres constructeurs à d'autres moyens de jouer. Je pense que c'est tout bénef pour l'industrie, parce que au lieu de se disputer un gâteau qui est fixe entre 3 constructeurs et quelques éditeurs, on a agrandi le gâteau. Et aujourd'hui, en fait, ce que tu vois, c'est vraiment une séparation un peu des marchés. Un tel va conquérir vraiment les hardcore gamers, un tel va faire plutôt la console de salon qui fait aussi cinéma machin. Eux, ils vont faire les seniors et puis les casuals. Ce que je suis curieux de voir, c'est ce qu'ils vont faire le coup d'après. Parce qu'ils doivent y réfléchir grave. Je pense qu'ils iront dans la même direction, mais qu'est-ce qu'ils vont nous trouver, quoi? J'attends beaucoup de la PSP Go par contre parce que le format dématérialisé est vachement plus intéressant. Le fait de mettre plein de vieux jeux disponibles qu'on peut télécharger dans sa machine, c'est vachement sympa parce qu'il y a des petites perles là-dedans, des jeux qui valent la peine d'être découverts aujourd'hui par des nouveaux joueurs. Donc c'est bien parce que ça insouffle un air de fraîcheur et de créativité qui fait du bien, parce qu'à côté des blockbusters, on aime bien voir aussi des films d'auteur. Donc à côté des jeux vidéo, on aime bien voir aussi des petits jeux créés par des programmeurs de génie dans leur garage. Ça existe encore.